Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission Haute Définition. Bienvenue, bonsoir à tous. Ils ont surfé sur Internet, été au cinéma ou sont tout simplement tombés amoureux. Et ils ont dû tout quitter leur vie du jour au lendemain, leur famille, leurs amis pour se retrouver propulsés dans un monde qu'ils ne connaissaient pas, le monde laïque. On les appelle les sortants, ces juifs ultra-religieux qui ont décidé de sortir de l'ultra-orthodoxie ou pire, qui en ont été chassés. Et ils sont de plus en plus nombreux à traverser cette épreuve, environ 12 500 selon les dernières études. Une démarche des plus difficiles et des plus douloureuses. Le taux de suicide chez ces hommes et ces femmes est 3 fois plus élevé qu'au sein du reste de la population. Marie-Françoise Lantieri est allée à la rencontre de jeunes hommes et de jeunes femmes tout juste sorties de l'adolescence et qui tentent aujourd'hui de reconstruire leur vie. Un reportage bouleversant, regardez. Sari et Roby vivent une histoire d'amour depuis 2 ans. Ils habitent ensemble à Jérusalem, ne sont pas mariés et ne l'envisagent pas. A priori, un jeune couple comme tant d'autres, sauf que pour eux, il s'agit de l'aboutissement d'un long processus. Ils sont tous les deux issus du milieu ultra-orthodoxe. Il y a peu, Roby était étudiant de yeshiva, vêtu de noir, et Sari couverte de la tête aux pieds, chacun de leur côté, promis à un mariage arrangé. Un destin écrit d'avance dont ils n'ont pas voulu. La première fois que je n'ai pas fait Shabbat, la première fois que j'ai porté un t-shirt, un pantalon, toutes ces choses que j'ai faites pour la première fois, je n'ai ressenti aucune culpabilité. C'était un soulagement, une joie, un plaisir, que je peux faire ce que je veux, ce qui est bon et vrai pour moi. Ma famille et certains amis pensent que je vais revenir vers le mode de vie religieux. Ça leur donne de l'espoir, mais moi, je ne pense pas, ni maintenant, ni jamais. Pour Sari, le malaise remonte à l'enfance. Très vite, elle a le sentiment d'être différente des autres. La condition de la femme dans le milieu religieux la révolte. Un des sujets les plus importants dont on parle le plus dans les yeshivot, dans les écoles, c'est la pudeur. Il faut couvrir les coudes, il faut se couvrir jusque-là. Il faut tout cacher sauf le visage et les mains. C'est la chose qui m'a mise le plus en colère. En tant que femme, ça me donne l'impression d'être juste un objet sexuel. Il faut te cacher car sinon les garçons vont te regarder. Ils vont avoir des pensées interdites. Je vais pas me couvrir juste pour ça. Mais surtout, Sari rêve d'amour quand ses parents lui cherchent un mari par un processus de mariage arrangé, appelé Shidurim, seule façon de se marier dans le monde ultra-orthodoxe. Des gens qui ne me connaissent pas vraiment appelaient mon père pour lui proposer tout un tas de garçons pour moi. Commençaient alors des enquêtes sur ces jeunes hommes. Si l'un paraissait convenir, alors on se rencontrait. Ça a été très dur pour moi. Je sentais que j'avais besoin d'une histoire d'amour. J'avais 21 ans et j'avais cette impression très forte qu'il me fallait vivre une relation amoureuse normale. Mais dans ces mariages arrangés, seul objectif, trouver un bon parti. Le plus prisé, un jeune ashkénaze vouant sa vie à l'étude de la Torah. Sari ne voit pas les choses comme ça. Elle rencontre Roby, lui-même ancien religieux. Ses parents la prennent et l'envoient vivre à l'étranger. Ils préfèrent se séparer de leur fille plutôt que de la laisser quitter la communauté ultra-orthodoxe. Ils pensaient que la distance allait nous séparer, moi et mon copain, que la distance allait me faire revenir vers la religion, que je trouverais un travail là-bas et que je resterais y vivre. Au début, j'étais sous le choc, puis j'ai accepté. Mes parents connaissaient 2 familles en Angleterre, des ultra-orthodoxes, dans un quartier ultra-orthodoxe. J'ai été chez eux. Mais rien n'y fait. L'amour qu'elle ressent pour Roby ne fait que se renforcer. Sari décide de rentrer, quitter la communauté et sa famille pour vivre avec son ami. Pour ses parents, c'est un choc. Aujourd'hui, elle ne les voit que de temps en temps.
ils refusent de faire la connaissance de Robbie. Comme ces deux jeunes, ils sont des milliers d'ultra-orthodoxes à choisir chaque année de quitter leur communauté parce qu'ils n'adhèrent plus à ces valeurs, mais aussi parfois parce qu'ils sont victimes de ces dérives. Il n'y a pas de mots pour dire ce que je ressens. J'ai beaucoup vu la mer, mais je n'y suis pas rentré. Rentrer, c'est une sensation. C'était interdit dans la communauté. Quand tu arrives à l'âge de 11 ou 12 ans, il est interdit de t'approcher de la mer. Il y a des filles, des tentations. Pinchas a 21 ans. Il vient d'une famille de 10 enfants issus de la communauté Gour, une communauté ultra-orthodoxe parmi les plus fermées qu'il a quittée il y a 6 mois. Aujourd'hui, c'est son premier bain de mer depuis 10 ans. Ce que j'ai ressenti en entrant dans la mer, c'était « Waouh, voilà, je suis revenu à toi, mon amour, je suis là ». La plage, le lieu de toutes les débauches pour les ultra-orthodoxes, les corps s'affichent, les hommes et les femmes se côtoient, un interdit formel pour ceux qui prônent la ségrégation entre les sexes depuis le plus jeune âge. Y compris au sein de la famille, garçons et filles sont séparés. Les femmes doivent être couvertes de la tête aux pieds. Pinchas commence pourtant à s'intéresser aux filles et à surfer sur Internet, ennemi numéro 1 de cette communauté fermée, un comportement qui va lui coûter cher. Mes parents ont vu que je faisais des bêtises. Ils ont vu depuis l'âge de 13 ans. J'écoutais de la musique, j'ai commencé à lire des journaux, à acheter des smartphones. Quand ils ont vu que j'en possédais, ils ont commencé à me menacer de différentes manières. Ils ont commencé à me suivre 24 heures sur 24. Une très grande surveillance, d'une façon difficile à décrire. Ils savaient tout de moi. Quand je partais, quand je sortais, tout. Lors de ma dernière année en yeshiva, ils m'ont obligé à prendre un traitement qui provoque une castration chimique. Une fois par mois, j'allais chez le psychiatre pour avoir ce traitement. Je ne sais pas à quel point c'est autorisé, mais ce médecin le fait beaucoup. J'ai pris ce traitement pendant 5 mois. C'était interdit d'en parler. Au début, on ne m'a pas dit ce qu'on me faisait. On m'a juste dit que ça aidait à la sainteté. Quand tu prends ce traitement, ça annihile tout. Dans le domaine sexuel, tu ne peux plus rien faire. Sa prescription du décapeptyle, un traitement utilisé pour prévenir la récidive des délinquants sexuels, certainement pas pour freiner les ardeurs d'un jeune homme qui s'éveille à la sexualité. Le produit est pourtant administré par un psychiatre qui a pignon sur rue, un psychiatre ultra-religieux bien sûr. Pinchas est seul face à ce traitement qui lui est imposé et dont il ne peut parler à personne. Il va vivre des mois avec des symptômes très lourds. Il y avait une période où j'avais mal, ça me grattait, j'avais très mal au sexe. Et la plus grande conséquence, c'est que mon sexe est devenu très mou, vraiment trop mou. Ça m'a beaucoup inquiété. Il me disait tout le temps que si j'arrêtais de prendre ce traitement, il me renverrait de la yeshiva. Un jour, j'ai dit « Ok, si c'est la condition pour que j'arrête ce traitement, alors je préfère m'en aller. » Ils m'ont alors dit « Pars de la yeshiva. » Les yeshivas, ce sont ces centres où les jeunes prient et étudient la Torah du matin au soir. Là-bas, pas question de garder les brebis égarées. Elles mettent en danger la pureté de la communauté. Pour la préserver, il faut à tout prix ériger un mur hermétique contre le monde laïque, sa musique, ses films, ses mœurs libérales. Un mur sans cesse ébranlé par Internet et les smartphones, qui sont donc l'ennemi numéro 1. Un mur qui sert aussi à cacher les dérives de la communauté, des dérives dont Moshe a beaucoup souffert. Lui aussi a décidé de quitter le monde ultra-orthodoxe après une enfance très difficile.
Durant mon enfance, j'ai souffert de beaucoup de violence. À l'école, il y avait de la violence. Des claques et des coups de règle sur les mains. J'ai été 2 fois victime d'harcèlement sexuel. Il y a beaucoup d'harcèlement sexuel que l'on cache dans la communauté. Il y a beaucoup de choses dans la communauté harédite que l'on met sous la table. Personne ne sait ce qui se passe là-bas. Je suis très en colère contre la communauté rabbinique, qui cache tout sous la table. Elle cache les agressions sexuelles. Elle cache la violence que subissent les enfants. Elle n'en a rien à faire. Le monde ultra-orthodoxe et son fonctionnement sectaire génèrent beaucoup de violences et d'abus, des abus étouffés, ce qui n'empêche pas les histoires de mœurs de faire régulièrement la une des journaux. Moshe, Pinchas ou Sari ont choisi de sortir de cet enfermement. Pour eux, comme pour tous les sortants, le chemin est long, semé d'épreuves et de ruptures. Pinchas est rejeté par sa famille, il ne peut plus parcourir les quartiers qu'il fréquentait enfant, sans peur d'être agressé. Je suis un peu stressé. Voilà comment je me sens. Ce n'est pas facile de revenir. J'ai peur de revenir. Ce n'est pas un endroit facile. Les gens qui savent d'où je viens ne vont pas bien réagir. C'est sûr. J'ai grandi dans un quartier comme celui-ci. Il y a la yeshiva dans laquelle mon frère étudie et le Beth Midrash de Gour. Là où il y a les escaliers, où le monsieur se tient, c'est l'entrée. Il y a des gens qui viennent ici et que je connais. Si quelqu'un me reconnaît, je ne sais pas ce qui pourrait se passer. J'ai du mal à m'imaginer. Oui, j'ai peur, c'est la vérité. À partir d'ici, tout ce quartier-là est plus militant. Les gens ici ne sont pas calmes. Aller plus loin, ça me fait peur. Jetés de leur quartier, de leur famille, ces jeunes se retrouvent souvent à la rue. Certains seront recueillis par le refuge d'urgence de l'association Hillel à Jérusalem. Ici, les sortants sont logés, nourris et pris en charge 24 heures sur 24 par des travailleurs sociaux. Shlomi y est hébergé depuis 2 mois. C'est mon lit. Là, sur le lit de l'autre, c'est le désordre. Ici, maintenant, c'est ma maison. C'est ici que je reste. Une des choses les plus dures quand on grandit dans une famille harédite, c'est le stress. Si tu ne fais pas comme tout le monde, si tu ne vas pas à la yeshiva, tu es considéré comme un citoyen de seconde zone. Si tu pries pas, tu iras en enfer. Si tu fais pas ça, tu iras en enfer. C'est interdit de penser aux femmes. C'est une mauvaise action. C'est pas bien. Tu dois combattre ces pensées. Et d'après moi, c'est ce qui peut conduire certains à avoir des perversions sexuelles. Un jour, je me suis levé et je me suis dit que c'était plus possible. J'ai été dans un magasin, j'ai dit au mec, il faut que tu m'aides à changer mon style, et je suis allé voir mes parents comme ça.
Ils ont été choqués car j'étais un bon élève qui allait avoir un bon avenir. J'aurais étudié à Poniovitch. J'aurais eu de bons shidurim. Je leur ai brisé leurs rêves. Il abandonne les habits religieux et décide de ne plus respecter le Shabbat, une étape déterminante dont il se souvient encore. Une cigarette un jour de Shabbat, c'est la première faute que j'ai commise. Avec un ami, on a vu un film ensemble et j'ai fumé une cigarette. C'était ma première transgression. Tu as eu peur? Oui, j'ai eu peur. Ce n'était pas facile. J'étais sûr que Dieu allait me punir, que quelque chose d'horrible allait m'arriver. Et si j'apprenais une mauvaise nouvelle tout de suite, je me disais « Ah, c'est à cause de ça. C'est à cause de ça que ça a eu lieu. Oui, Dieu va me punir et c'est pour ça. » Une vie de peur, de menaces, de culpabilisation qui le hante encore aujourd'hui. Une vie programmée d'avance qu'il a choisi de quitter, mais qui le laisse désorienté et sans repère. Le plus dur, c'est de draguer une fille. Comment venir vers elle, lui parler. On ne sait rien de tout ça. Et aussi de devoir prendre des décisions tout seul. Tu te sens un peu perdu. Dans le monde Haredi, le chemin de vie est très clair. Tout est tracé pour toi. Les études, la yeshiva. Là, tout d'un coup, tu dois choisir. Quand soudainement tu es libre et que tu peux tout faire, tu peux très vite être confus. Dans les 10 commandements, il y a l'obligation de conserver le Shabbat et l'interdiction de tuer. À partir du moment où une personne considère ces 10 commandements comme la base la plus importante de sa vie et décide de ne plus respecter le Shabbat, que se passe-t-il avec l'interdiction de tuer, avec les autres commandements qui sont aussi considérés comme interdits? D'un coup, il y a plein de tentations, tous les sujets concernant les relations entre garçons et filles, les rapports sexuels. Jusqu'à quel niveau cela reste interdit? L'alcool, la drogue, les sorties, s'amuser. C'est une situation à risque, mais si ces jeunes s'autorisent certaines choses, ce n'est pas pour autant qu'ils franchissent toutes les barrières. Pour ces jeunes, il est impératif de trouver un cadre qui remplace celui rigide de leur vie antérieure. Au refuge, les règles sont strictes, lever à 9h, coucher obligatoire à 11h et répartition des tâches quotidiennes. Toujours un peu difficile pour des jeunes de leur âge de faire le ménage, mais pour ces anciens étudiants de la Torah qui ne vivaient que de spiritualité, la tâche est inédite. Qu'est-ce que tu fais? La salle et le balcon. Alors il faut vider la machine à laver. C'est le jour du ménage. Chacun doit ranger le lieu de vie et donner un coup de main. D'abord, tu finis de nettoyer et ensuite tu pourras sortir. Si c'est un carrelage normal comme celui-ci, tu utilises le produit violet. Non, balaie d'abord. Sinon tu vas mettre de la boue et ça va être dégoûtant. Leur déconnexion du réel va plus loin. Ils ne savent pas s'occuper de leur hygiène ou de leur santé, gérer un budget ou se faire à manger. Difficile aussi de cohabiter. On peut trouver une musique qu'on aime tous les deux. C'est possible, un quart d'heure de musique orientale et un quart d'heure de... On écoute tout le temps de la musique orientale. La musique, ils en ont été privés si longtemps. À plus de 20 ans, ils se disputent pour elle, comme des adolescents qui viennent de la découvrir. Avi, ton assiette du déjeuner est toujours là. Avi? Quelquefois, on est comme leurs parents. Il faut leur dire de laver leurs couverts, leur assiette. À chacun, on doit dire « Je ne veux pas être ta mère, je ne veux pas être la mère de personne. » Mais quelquefois, certains ne lavent pas leurs couverts et il faut le leur dire.
Quelquefois, leur éducation n'est pas finie, jamais. Ils se retrouvent un peu comme de grands enfants en crise. Il faut prendre en considération qu'une personne qui a décidé de quitter son foyer, sa maison dans laquelle il a vécu pendant des années, c'est une crise. Il quitte sa famille, ses frères. Très souvent, ils vivent une pression psychologique pour qu'ils reviennent. Il faut savoir que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on prend une telle décision. C'est un processus et au sein d'un tel processus, il y a de grands bouleversements émotionnels qui ne sont pas faciles. Quand ils débarquent ici, ils sont en général en plein conflit avec eux-mêmes. Ils arrivent souvent heureux, avec une impression de liberté, de pouvoir faire ce qu'ils veulent dans la vie. Et puis, une tristesse succède à cet état. Et vient aussi une prise de conscience de qu'est-ce que je perds à travers ce processus. Ils comprennent alors qu'il y a des conséquences à leurs décisions. Ils sont brusquement immergés dans la vie active, obligés de chercher un emploi, un logement. Le refuge leur donne 15 jours pour trouver un travail, pas simple pour eux. Dans le monde ultra-orthodoxe, le travail est une activité dégradante qui ne concerne pas les érudits. Comme tous les mardis, l'assistante sociale organise un groupe de parole. Objectif, faire le point sur la semaine écoulée et désamorcer un peu les tensions. On va commencer par un tour de table, savoir comment ça va, qui veut commencer. J'ai cherché un travail, on m'a acheté d'un travail. Restez avec nous dans quelques instants, seulement la suite de votre reportage. Sur Haute Définition pour la suite et la fin de votre reportage. Ce soir, nous allons à la rencontre de ces jeunes hommes et femmes qui ont quitté le monde de l'ultra-orthodoxie juive pour se retrouver propulsés dans une société qu'ils ne connaissaient pas, la société laïque. Un parcours douloureux. Regardez, l'on se retrouve ensuite pour aller plus loin. Nous serons en plateau avec la réalisatrice de ce reportage, Marie-Françoise Lantieri. Non, balaie d'abord. Sinon, tu vas mettre de la boue et ça va être dégoûtant. Leur déconnexion du réel va plus loin. Ils ne savent pas s'occuper de leur hygiène ou de leur santé, gérer un budget ou se faire à manger. Difficile aussi de cohabiter. On peut trouver une musique qu'on aime tous les deux. C'est possible, un quart d'heure de musique orientale et un quart d'heure de... On écoute tout le temps de la musique orientale. La musique, ils en ont été privés si longtemps. À plus de 20 ans, ils se disputent pour elle, comme des adolescents qui viennent de la découvrir. Avi, ton assiette du déjeuner est toujours là. Avi? Quelquefois, on est comme leurs parents. Il faut leur dire de laver leurs couverts, leur assiette. À chacun, on doit dire « Je ne veux pas être ta mère, je ne veux pas être la mère de personne. » Mais quelquefois, certains ne lavent pas leurs couverts et il faut le leur dire. Quelquefois, leur éducation n'est pas finie, jamais. Ils se retrouvent un peu comme de grands enfants en crise. Il faut prendre en considération qu'une personne qui a décidé de quitter son foyer, sa maison dans laquelle il a vécu pendant des années, c'est une crise. Il quitte sa famille, ses frères. Très souvent, ils vivent une pression psychologique pour qu'ils reviennent. Il faut savoir que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on prend une telle décision. C'est un processus et au sein d'un tel processus, il y a de grands bouleversements émotionnels qui ne sont pas faciles. Quand ils débarquent ici, ils sont en général en plein conflit avec eux-mêmes. Ils arrivent souvent heureux, avec une impression de liberté, de pouvoir faire ce qu'ils veulent dans la vie. Et puis, une tristesse succède à cet état. Et vient aussi une prise de conscience de qu'est-ce que je perds à travers ce processus. Ils comprennent alors qu'il y a des conséquences à leurs décisions. Ils sont brusquement immergés dans la vie active, obligés de chercher un emploi, un logement. Le refuge leur donne 15 jours pour trouver un travail,
Pas simple pour eux. Dans le monde ultra-orthodoxe, le travail est une activité dégradante qui ne concerne pas les érudits. Comme tous les mardis, l'assistante sociale organise un groupe de parole. Objectif, faire le point sur la semaine écoulée et désamorcer un peu les tensions. On va commencer par un tour de table, savoir comment ça va. Qui veut commencer? J'ai cherché un travail, on m'a acheté d'un travail. Et toi, Shoshana, comment était la semaine? Une semaine difficile. J'ai parlé avec mon père après 3 mois sans qu'on se soit adressé la parole. Il m'a rappelé que mon frère fait bientôt sa bar mitzvah. Quelqu'un a des conseils à donner à Choucha? Boire beaucoup d'alcool. Ces questions sur le respect. Qu'est-ce que le respect? Et combien je suis prêt ou non à accorder mon respect? Ça dépend de ce que ta famille te demande. C'est ce que ta famille exige, mais aussi combien tu es prêt, toi, à respecter la chose. Qu'est-ce que tu penses faire? Toute la famille va se réunir, c'est pas si facile. Je vais venir et je m'habillerai de façon pudique. Je veux pas embarrasser. Je ne fais pas ça pour ma famille, mais pour mon petit frère. Pour ne pas lui faire honte. C'est quelque chose qui est très important pour vous. Gardez un lien avec la famille. Je pense que ça dépend davantage d'eux que de nous. Mon père, c'est quelqu'un de bien, il aime les gens, mais la Torah, c'est plus fort que tout, plus fort que l'amour qu'il a pour moi. Quand ces jeunes sortent du refuge d'Hillel, c'est le saut dans l'inconnu. Toute une société qui leur est étrangère, comme nous l'explique Avi, lui aussi ancien ultra-orthodoxe, qui est aujourd'hui logé à la cité universitaire à Jérusalem. Toute la culture israélienne que connaît un enfant qui est né ici dans ce pays, un ultra-orthodoxe l'ignore. Un jeune qui sort de la religion parlera la langue du pays, l'hébreu, mais il n'est pas israélien. Il n'a pas lu les livres que les enfants ont lus. Il ne sait pas où l'on va en vacances, les différentes manières de passer de bons moments. Il ne sait pas ce qu'est une boîte de nuit, un bar. Il ne connaît pas le cinéma. Toutes les façons de passer du bon temps qui existent, eh bien il ne les connaît pas. Ce qui veut dire qu'il parle l'hébreu, mais qu'il ne peut pas rigoler avec un autre Israélien au sujet d'un livre pour enfants, comme Harry Potter ou un truc comme ça. Plus grave, le niveau scolaire d'Avi est très bas. S'il veut étudier à l'université, il doit suivre des cours de rattrapage. Son ami l'aide à réviser les examens du bac qui auront lieu dans quelques semaines. Tout ce qui n'est pas en lien avec la religion n'est pas enseigné. Ce qui veut dire qu'on n'apprend pas la physique, la biologie, les sciences. Tout ce qui n'est pas dans la pensée religieuse, eh bien on ne l'apprend pas. Un enfant de 6 ans, c'est ça le niveau qu'a un homme de 23 ans qui quitte le milieu haredi. Viens, on regarde sur l'exemple le plus simple. C'est les dérives des polynômes. Les polynômes, c'est y égale ax au carré. La deuxième chose est non seulement on ne les étudie pas, mais en plus il est interdit de les étudier. La théorie de l'évolution n'existe pas, évidemment. Une telle chose n'existe pas. Et l'histoire, la véritable histoire de l'humanité, l'histoire selon la religion, c'est que le monde a été créé il y a 6000 ans. Adam est le premier homme et Ève. Et c'est ce qui s'est réellement passé. Isaac vient d'une famille religieuse. Il est sorti il y a 5 ans, passionné de génétique. Un jour, il a essayé de parler de ses études à sa famille. J'étais à la maison après que je sois sorti de la religion. J'ai parlé avec eux de génie génétique, qui est un domaine que j'ai étudié. La conversation s'est transformée en discussion scientifique. Ils ont commencé à être suspicieux, à douter, car ils ne comprenaient pas. Ils n'ont jamais connu ces termes. Et plus je parlais, plus ce que je disais leur paraissait bizarre. Au bout d'un moment, ça a commencé à être des questions du type « Tu crois vraiment à ces choses-là ?» Et ma belle-sœur me dit « Et tu vas nous dire que tu crois aux dinosaures ?» Un déficit d'éducation énorme, et pour le combler et être accepté à l'université, des cours de rattrapage sont indispensables. Gratuits pour les ultra-orthodoxes, les autres
devront eux payer plusieurs milliers d'euros. Une injustice qu'Avi a réussi à contourner. Ce que j'ai fait, je suis allé étudier dans une prépa Haredi, même si je ne l'étais déjà plus. Je devais mettre la kippa pour pouvoir y aller. Les Haredim qui ne quittent pas le milieu religieux et tout le reste, le système, le gouvernement les aide et les encourage à rester Haredim et à venir étudier. Par contre, si je suis sortant et que je me présente en tant que tel et que je veux étudier dans une université particulière, je n'ai aucune possibilité d'y arriver. Je le peux, mais je dois récolter 20 000 shekels et trouver 20 000 shekels quand t'es sortant, ça c'est assez problématique. Un problème auquel est confrontée Sari. Elle rêve d'étudier le design à l'université, mais son niveau scolaire est aujourd'hui trop faible. À 22 ans, elle n'a toujours pas le niveau bac. Je travaille ici car j'ai besoin d'argent. Je travaille comme serveuse car je n'ai aucune formation et aucun diplôme. J'ai besoin de cet argent car avant d'étudier, je dois apprendre les choses que les autres ont appris à l'école ou au lycée. Je dois préparer le bac avec mes propres ressources. Pourquoi une telle inégalité dans l'attribution des bourses entre religieux et laïcs? Comment expliquer que le pays accepte de maintenir près de 30% de sa jeunesse dans une quasi-ignorance, une situation qui porte atteinte aux droits des enfants à une éducation de base? Pour le comprendre, nous avons rencontré l'association Yotzim les Chinouilles, une association qui aide les sortants et qui a démarré une procédure judiciaire contre l'État. Aujourd'hui, ils ont rendez-vous avec leur avocat pour faire le point. Il y a des partis ultra-orthodoxes qui ont leur propre méthode pour garder le pouvoir. Leur force, c'est que leurs fidèles ne possèdent aucune éducation en dehors de l'éducation harédite. Ils ne connaissent rien d'autre que la religion et ne sont pas en mesure de s'intégrer à la société. On parle d'une population qui représentera dans une décennie la moitié de la population d'Israël, voire une majorité. Car même si les partis religieux sont minoritaires dans le pays, leur pouvoir politique est très grand. Sans eux, les grands partis ne peuvent pas construire une coalition gouvernementale, un ralliement qu'ils monnaient cher. Les partis religieux arrivent à obtenir des budgets pour vivre. Ils reçoivent de l'argent tant qu'ils étudient à la yeshiva. Il y a une loi en Israël qui dit que tout le monde doit recevoir une éducation, sauf les religieux qui ne sont pas obligés d'étudier autre chose que la religion. Une loi qui est venue conclure une bataille juridique complexe entre les associations et les partis ultra-orthodoxes sur l'éducation de base et que ces derniers ont gagné. L'organisation Yotzim les Chinouilles change de stratégie. L'ONG dit que ce n'est pas notre problème. Le pays traite avec toute la société haredi. Une chose est certaine, si l'État ne peut pas donner à tout enfant haredi une éducation de base, elle est dans l'obligation de réparer ce manque. Si elle ne respecte pas cet engagement, nous sommes là pour le faire savoir, nous nous battons pour ce droit. En clair, l'association demande à l'État de financer les cours de rattrapage pour les sortants qui veulent étudier. Mais la prise en charge de ces jeunes ne doit pas s'arrêter là. Aujourd'hui, les associations qui les aident reçoivent très peu d'argent de l'État et la société israélienne sous-estime complètement leurs difficultés. Une situation que dénonce Moshe. L'État d'Israël ne reconnaît pas les personnes qui sont sorties de la religion. Ces personnes doivent affronter le monde seules. Il n'y a pas de doute que les gens doivent mieux accueillir ces personnes. Savoir qu'un jeune qui sort de la religion, d'un cadre aussi fermé, a besoin d'aide, de soutien, d'encouragement. Tu es seul, tu es vraiment seul. Tu es allé seul contre toute ta famille. Et tu vas seul au devant du monde, seul avec toi-même. Ces jeunes sortants, de plus en plus nombreux, se côtoient entre eux et tentent de recréer une communauté. Ils se retrouvent souvent le vendredi soir dans les locaux de l'association Hillel pour un repas de Shabbat. Nous y retrouvons Pinchas, Avi et Sari. C'est le premier Shabbat dans ce nouvel endroit, alors Mazal Tov. On va faire le kidouche et ceux qui ne veulent pas l'écouter peuvent se boucher les oreilles.
Mais en toute liberté, ceux qui le veulent font la prière, les autres surfent sur leur téléphone. Comment je vois mon futur? Un avenir génial, oui, un bel avenir. Avec de la liberté, où je ferai mes propres choix et je mènerai ma vie comme je le souhaite. Cette détermination, nous l'avons observée chez tous les jeunes sortants. Car pour sortir de ce monde sectaire de l'ultra-orthodoxie, ils ont dû faire preuve d'un grand courage, d'une persévérance sans faille. Mais parfois, les épreuves sont trop lourdes, le passé trop traumatique et ces jeunes craquent. On compte presque 4 fois plus de tendances suicidaires chez les anciens ultra-orthodoxes, une population qu'il est urgent d'aider. De retour sur notre plateau pour aller plus loin, nous accueillons la réalisatrice de ce reportage bouleversant, Marie-Françoise Lantieri. Bonsoir, merci d'être avec nous, merci de nous avoir apporté des témoignages aussi poignants. Est-ce que c'est un phénomène dont on parle beaucoup au sein de la société israélienne, un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur? D'ailleurs, on parle d'à peu près une augmentation de 20% chaque année de ces jeunes qui sortent du milieu ultra-orthodoxe. Écoutez, on parle surtout dans les médias des ultra-orthodoxes, dans leur conflit avec l'armée, avec l'État. On parle assez peu des sortants, donc les Yotzim, ces sortants, où on en parle dans des occasions dramatiques, comme en 2013, lorsqu'il y avait eu une vague de suicides. Et encore dernièrement, on a trouvé 2 jeunes qui se sont suicidés dans un hôtel à Eilat. Donc à ce moment-là, on en parle. Mais il faut préciser qu'au sein de ces jeunes qui sortent, il y a 3 fois plus de tendances suicidaires qu'au sein de la société. Oui, tout à fait. Et parce que les conditions sont très difficiles, la situation est très difficile pour ces jeunes. Et donc on voit que la société israélienne a pris conscience assez récemment, peut-être à l'occasion de ces vagues de suicides qui ont fait la une des médias. Et c'est d'ailleurs à cette occasion-là que Yair Lapid a financé la création du refuge d'urgence de Hillel qu'on voit dans le reportage et qui a été une avancée importante. Alors on va reparler de ces associations bien sûr ensemble. Revenons tout d'abord sur ces témoignages justement. Les jeunes décrivent un monde ultra-orthodoxe très dur. Alors, écoutez, il faut être assez mesuré quand même, parce que c'est un milieu. Bon, déjà, on parle des ultra-orthodoxes, donc qui représentent 10% de la population. C'est pas les porteurs de kippa, c'est vraiment les ultra-orthodoxes. Mais c'est une communauté qui est extrêmement variée. C'est-à-dire que ça peut aller de communautés extrêmement fermées, comme dans les quartiers de Meaché Harim, les plus anciens quartiers à Jérusalem, où on a les Neturei Karta, ou les communautés gourds, dont vient Pinchas, le jeune homme qu'on a interviewé, où là, c'est vraiment extrêmement fermé. Et ça va aussi à des communautés beaucoup plus ouvertes, comme les Lubavitch, qui, eux, sont même en contact permanent avec l'extérieur. Mais ce qui est sûr, c'est que ce sont des sociétés qui sont rigides, avec des règles très strictes, avec souvent un fonctionnement patriarcal, avec des châtiments corporels. Et ce sont ces interdits et ces règles que la plupart du temps, les jeunes fuient. C'est pas forcément la religion. On en a même comme Moshe, par exemple, qui nous a dit que lui continuait à croire en Dieu. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il ne trouve plus sa place dans ce monde ultra-orthodoxe, rigide, fait d'interdits et d'une vie programmée à l'avance. Et beaucoup racontent, témoignent, au-delà de ce monde fermé qu'ils décrivent, de violences sexuelles, d'abus sexuels. Oui, alors ça nous a un peu interloqué. C'est vrai que dans pratiquement deux témoins sur trois, deux témoins sur 3, nous ont parlé de violences sexuelles, d'agressions subies par eux-mêmes ou bien par leurs proches. Et c'est vrai qu'on a régulièrement la une des journaux sur des ultra-orthodoxes qui sont accusés de pédophilie, de viol. Et ce qui domine, c'est que dans tous les cas, ou dans la plupart des cas, tout le monde savait, mais il y a la loi du silence. Et alors, les raisons pour lesquelles on peut essayer d'imaginer les raisons pour lesquelles c'est aussi fréquent. C'est aussi fréquent. C'est parce que probablement le rapport aux femmes et à la sexualité est un rapport. D'ailleurs, je vous interromps. Il y a un jeune dans ce reportage qui témoigne de ça et qui essaye qui tente de donner un début d'explication. C'est Shlomi que l'on voit au refuge et qui explique ces situations dramatiques
par ce rapport finalement à la sexualité, par cette relation très particulière qu'il existe dans ce monde-là entre les garçons et les filles dès le plus jeune âge. Oui, c'est ça, parce que dans les communautés les plus fermées, pratiquement dès le plus jeune âge, garçons et filles, même dans une même fratrie, vont être séparés. Et par exemple, dans toujours ces communautés les plus fermées, à l'adolescence, les jeunes garçons qui sortent dans la rue, on leur demande de porter des lunettes floues pour qu'ils ne puissent pas regarder les filles dans la rue. Donc ça va quand même très loin. Quant aux femmes, elles sont couvertes de la tête aux pieds, rasées, la tête rasée avec des perruques, et certaines, on a même vu apparaître ces derniers temps des talibanes juives qui ont le visage couvert complètement. Il y a aussi des comités de pudeur qui circulent dans les quartiers pour voir que les jeunes se comportent bien. Donc ça va très loin. Des jeunes qui sont surveillés par rapport à la sexualité, mais pas seulement. Le grand tabou de ce milieu-là, ce sont les ordinateurs et surtout Internet. Oui, alors là c'est très clair, il y a une véritable guerre qui a été qui est menée contre Internet. Alors comme ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas se battre contre les ordinateurs et contre les téléphones, ils ont mis en place des téléphones et des ordinateurs cachers. C'est-à-dire que ce sont des téléphones avec des fournisseurs dits cachers qui limitent l'accès pour que l'accès soit simplement pour des contenus conformes. Alors par exemple, un téléphone cachère, ça va être un téléphone qui n'a pas Internet, on ne peut pas envoyer de SMS, on ne peut pas en recevoir, on ne peut pas prendre de photos, et le nombre de numéros auxquels on peut accéder est limité et strictement régulé par les rabats. Donc ça va très loin, et lorsque ces jeunes sont pris à enfreindre ces règles, on l'a vu avec Pinchas, il a été tout simplement la réponse est jeté de sa yeshiva. On a par exemple des jeunes qui racontent qu'ils ont été pris dans un café internet. Le lendemain, ils ont été mis dehors de leur communauté, de leur communauté et de leur famille. Ce sont des jeunes qui se retrouvent sur le trottoir sur avis du rabbin en plus. C'est pas un coup de tête, c'est le rabbin de la communauté qui a décidé. Donc ça va vraiment très loin. C'est quelque chose qui. Et pourtant, ce combat par rapport à Internet semble être perdu tout de même. Il est perdu, clairement. Il est perdu. Ces jeunes arrivent toujours à trouver moyen de contourner ces interdits. Jeunes et moins jeunes d'ailleurs. Oui, jeunes et moins jeunes. Ils achètent des smartphones qu'ils ont dans la poche en cachette. Et d'ailleurs, c'est ce qui leur permet finalement de sortir de l'enfermement dans lequel on a essayé de les confiner. Et en sortant de cet enfermement, ils découvrent le monde, il y a des tentations. Et c'est vrai que la raison principale de l'augmentation du nombre de sortants que l'on observe, c'est bien ça, c'est bien Internet et l'accès de ces jeunes au monde extérieur. Alors il y a un phénomène nouveau qui est aussi dû à Internet, ce sont ces ultra-orthodoxes qui ne sortent pas de leur communauté, mais qui pourtant vont mener une double vie. Alors oui, ça, on les appelle les maranes. Alors en référence... Alors c'est difficile juste à quantifier, mais visiblement ils seraient assez nombreux. Ils seraient très nombreux. Donc les maranes... Les maranes, oui, on les appelle les maranes en référence aux juifs de la péninsule ibérique qui au XVe siècle avaient été contraints de se convertir de force et qui devaient pratiquer leur religion en cachette. Là évidemment les maranes ultra-orthodoxes, il s'agit d'autre chose. On a rencontré, c'est bien différent, on a rencontré Florence Eman qui est anthropologue au CNRS, qui a écrit un livre, Les déserteurs de Dieu, sur le sujet des sortants et qui parle longuement des maranes. Et on va l'écouter tout de suite. Ce sont des gens qui restent dans la société ultra-orthodoxe, mais qui en fait mènent une double vie. Alors plus ou moins totalement cette double vie, ça va depuis ceux qui simplement ne croient plus à rien mais ne le montrent jamais et ne sortent pas particulièrement de la société, simplement au fond d'eux-mêmes ils ne croient plus à rien du mode de vie ultra-orthodoxe, jusqu'à ceux qui mènent réellement une double vie, c'est-à-dire le soir vont partir de leur quartier ultra-orthodoxe, vont changer de vêtements, vont aller dans des boîtes de nuit ou des bars et vont aller manger de la nourriture non cachère. Il y a deux catégories, disons. Soit ce sont des futurs sortants, qui au début, si c'est des jeunes et qui post-adolescents ou adolescents, pas encore mariés, et ils passent quelquefois par une phase de maranisme avant de faire le pas et de sortir. Mais le gros des maranes sont des gens qui sont mariés, qui ont des enfants
et souvent le conjoint, et donc qui vivent cette double vie ou la perte totale de leur repère ultra-orthodoxe tout seuls. Et ils savent que s'ils révèlent ça, que ce soit à leur conjoint, ils vont tout perdre. Ils vont perdre leur conjoint, leur travail, leurs enfants. Évidemment, on n'a pas de chiffres pour les Maran, mais on sait qu'ils sont des dizaines de milliers. Ils sont vraiment... Il n'y a qu'à aller voir sur le forum. Ils ont un forum qui s'appelle les ultra-orthodoxes contre leur gré. C'est en hébreu, hein, c'est un forum qui est en hébreu. Et qui est sur une plateforme qui s'appelle Tapouz. Et vous voyez bien que c'est des dizaines de milliers de personnes qui participent. Marie-Françoise, certains de vos témoins sont passés par cette étape-là? Oui, tout à fait. Moshe nous a avoué qu'il avait passé 1 an. Pendant cette année, il était étudiant en yeshiva à Jérusalem. Le soir, il mettait un jean et il partait dans une boîte de nuit à Tel Aviv. Et alors, ces gens se retrouvent, parce que c'est pas que des jeunes, là, il y en a beaucoup au contraire qui sont même des familles, qui ont des familles, qui se retrouvent donc dans des boîtes de nuit, parfois assez débridées. Le soir, ils se retrouvent sur des forums avec des codes, des fonctionnements un petit peu secrets pour se retrouver, pour se repérer. Et c'est un phénomène, oui, qui est assez important. Alors, une fois que ces jeunes sortent, le chemin va être long, on le voit dans votre film, mais ces jeunes sont bien seuls dans cette démarche. Oui, ils sont assez peu aidés par la société. Quelques chiffres pour le prouver. Alors que vous avez des dizaines d'associations qui aident les jeunes qui veulent revenir à la religion, il y en a 3 seulement qui accompagnent ces jeunes sortants. Alors qu'il y a 1,5 million de shekels qui sont donnés chaque année pour les religieux qui veulent rentrer sur le marché du travail. Vous n'avez rien pour les sortants. Donc une bataille juridique a commencé, on l'a vu dans le film, notamment pour cette histoire de bourse et de niveau scolaire. Où en est-on? Alors pour l'instant, ce qui s'est passé, c'est donc on a l'association Yotzim les Chinouilles qui a accompagné 60 jeunes sortants qui portaient plainte pour discrimination en considérant qu'eux n'avaient pas le droit d'avoir accès aux bourses d'études, devaient payer leur cours de rattrapage sur leur fonds propres, alors que les religieux ont droit à ces bourses d'études et qu'il s'agissait d'une discrimination. Et ils ont eu la surprise de voir que l'État s'est retourné contre leur famille et leur yeshiva. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'ils ont porté plainte contre leur famille et leur yeshiva en disant écoutez, c'est pas de notre faute, nous sommes responsables, nous ne sommes pas responsables, c'est vos familles et les écoles religieuses qui avaient à vous enseigner des matières, les matières que alors que la Knesset avait voté le fait que dans les yeshivas et dans les écoles religieuses, il était possible de ne pas enseigner les matières dites profanes, c'est-à-dire les mathématiques, l'histoire, les sciences, etc. Oui, alors c'est une bataille juridique assez complexe. Derrière, ce qui est clair, c'est qu'il y a un lobby religieux qui est extrêmement puissant. Et en fait, la Cour suprême avait donné 3 ans aux écoles religieuses pour se mettre en conformité avec la loi qui donne aux enfants le droit tout simplement fondamental d'avoir accès à une éducation générale normale. Donc cette loi, la Cour suprême avait donc avait obligé les écoles à se mettre en conformité, mais il y a eu une loi qui a été votée par la Knesset et qui a rendu cette décision de la Cour suprême caduque. Et donc aujourd'hui, les écoles religieuses ont le droit de ne pas enseigner les matières profanes. Marie-Françoise Lantieri, merci beaucoup pour ce reportage bouleversant. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain à la même heure pour une nouvelle émission Haute Définition. Restez sur i24 News. La suite de vos programmes, c'est dans quelques instants seulement.